Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du système nerveux autonome. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux grandes composantes à ce système. Il y a le système parasympathique et le système orthosympathique, aussi simplement appelé système sympathique. Et c'est plus particulièrement sur ce système que je vais vous parler aujourd'hui. Donc déjà, concernant les fonctions générales du système nerveux autonome, il faut savoir qu'il va jouer un grand rôle dans la régulation des fonctions végétatives et de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'organisme. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement au système orthosympathique, il s'agit du système d'urgence, c'est-à-dire que c'est ce système qui va être activé lorsque vous faites face à un danger, à un stress. Donc par exemple, le jour du concours, c'est ce système qui va s'activer pour vous permettre d'être dans vos meilleures conditions, d'avoir la meilleure réponse pour faire face à cette journée. Ainsi finalement, les conséquences, les effets du système orthosympathique, vous les connaissez. Au niveau cardiaque, on va avoir une augmentation du rythme de la fréquence cardiaque, on va avoir une augmentation de la pression artérielle, de la contractilité, on va avoir une libération de substrats énergétiques dans la circulation sanguine, tels que le glucose en provenance du foie, ou alors des acides gras provenant du tissu adipeux. Au niveau des yeux, on va avoir une mydriase, c'est-à-dire une dilatation de la pupille, afin de permettre de mieux voir les dangers potentiels. Donc au final, tout est fait pour permettre au corps de faire face le mieux possible, d'avoir la meilleure réponse face au danger. Donc si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à la physiologie du système nerveux, donc dans le système nerveux autonome, il faut savoir qu'il y a deux types de fibres nerveuses. On a les fibres préganglionnaires qui sont situées avant un ganglion et les fibres postganglionnaires. Au niveau des fibres préganglionnaires, peu importe que ce soit le système ortho ou parasympathique, on va toujours avoir libération d'acétylcholine. La différence entre les deux systèmes va se faire au niveau des fibres postganglionnaires. Ainsi, au niveau du système orthosympathique, on va avoir libération d'adrénaline ou de noradrénaline. Ces deux neurotransmetteurs font partie de la famille des catécholamines, c'est-à-dire qu'ils proviennent tous les deux d'un même précurseur appelé tyrosine. Du coup, pour avoir une transmission d'un signal nerveux, il va falloir fabriquer ces neurotransmetteurs. Et donc pour cela, il va falloir une entrée de tyrosine dans le neurone présynaptique. Cette entrée de tyrosine va se faire grâce à un transporteur couplé à du sodium. Et une fois dans la cellule, la tyrosine va subir l'action de différentes enzymes afin d'aboutir à la formation d'adrénaline et de noradrénaline qui seront ensuite stockées dans des vésicules. Il va donc falloir ensuite avoir une exocytose de ces vésicules afin d'avoir une transmission d'un signal nerveux. Cette exocytose sera due à l'entrée de calcium à travers des canaux classiques situés sur le neurone présynaptique et leur ouverture est contrôlée par la propagation d'un potentiel d'action le long de la fibre nerveuse. Une fois que les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique, ils vont donc pouvoir se lier à différents types de récepteurs. On considère qu'il y a deux grandes familles de récepteurs adrénergiques. On a les récepteurs de type alpha et les récepteurs de type bêta. Donc concernant les récepteurs de type alpha, il y en a de deux types. On a tout d'abord les récepteurs de type alpha 1. Ce sont des récepteurs à 7 hélices membranaires, comme l'ensemble des récepteurs adrénergiques, et ils sont ici liés à une protéine G de type Q. Ainsi, leur activation va permettre d'activer une phosphokinase de type C, et ainsi augmenter le taux intracytoplasmique en calcium, et permettre une contraction. Ensuite, il y a les récepteurs de type alpha 2. Leur particularité, c'est qu'ils sont situés en présynaptique. Or, comme souvent lorsqu'on a des récepteurs situés en présynaptique, alors ils vont avoir une fonction de rétrocontrôle et ici de rétrocontrôle négatif. En effet, ils sont liés à une protéine G de type I, I comme inhibition. Donc, lorsqu'on les active, ils vont inhiber un second messager, l'adénylcyclase, et ainsi inhiber l'entrée de calcium dans la cellule. Or, puisque c'est cette entrée de calcium qui permet l'exocytose des vésicules, alors on va limiter la transmission du signal. Ensuite, concernant les récepteurs de type bêta, il y en a de trois types, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Mais on va plutôt s'intéresser ici aux récepteurs bêta 1 et bêta 2. Peu importe le type de récepteur bêta, ils sont toujours liés à une protéine G de type S, S comme stimulation. Ainsi, ils vont stimuler une adénylcyclase qui va permettre de produire plus d'AMP cyclique et cette AMP cyclique va stimuler une protéine kinase de type A qui va permettre d'augmenter le taux de calcium en intracellulaire.
il y a une particularité concernant les récepteurs de type β2 que l'on peut trouver au niveau en présynaptique. Ils vont donc avoir ici une action antagoniste par rapport au alpha-2. En effet, il permet d'activer l'adénocyclase et donc d'augmenter l'ouverture des canaux calciques. En général, les récepteurs de type β en postsynaptique vont avoir une action de relâchement. Ils vont permettre par exemple un relâchement des cellules musculaires lisses. Donc maintenant que les récepteurs sont fixés, les neurotransmetteurs sont fixés à leur récepteur, il va falloir que le signal s'arrête parce qu'il ne peut pas durer pour toujours. Il y a donc deux mécanismes afin de cesser ce signal. On peut avoir une dégradation directement par des enzymes dans la siphon synaptique, ou alors ils peuvent être recapturés dans les cellules et ainsi être réutilisés, parce que pour les fabriquer, ça demande de l'énergie à la cellule et donc il est plus simple, moins coûteux en énergie de les recycler. Donc maintenant, si on s'intéresse aux médicaments qui vont pouvoir moduler cette transmission nerveuse dans le cas de dérèglement. Il faut savoir qu'il y a deux grands types de médicaments. Il y a les médicaments qui sont dits sympathomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont mimer l'action du système orthosympathique lorsqu'il y a activation des différents récepteurs, et il y a les médicaments de type sympatholytique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une action antagoniste. Donc concernant les médicaments qui agissent sur les récepteurs de type alpha 1, si on est dans une action sympathomimétique, on sait que les alpha 1 vont provoquer une constriction. Donc par exemple, au niveau des vaisseaux, on va provoquer une vasoconstriction. Ils peuvent donc être utilisés dans le cas de déficience du tonus vasomoteur, comme dans une hypotension, ou alors de choc vasoplégique. Si on est dans le cas de sympatholytique, alors on va avoir une action inverse, c'est-à-dire qu'on va vouloir par exemple dans le traitement de l'hypertension, on va pouvoir l'utiliser par exemple dans le traitement de l'hypertension artérielle en diminuant les résistances circulatoires et donc en diminuant la pression. Concernant les récepteurs de type alpha 2, lorsqu'on les active, on a vu qu'on exerçait un effet, un rétrocontrôle négatif. Au final, ils vont donc avoir un effet sympatholytique indirect. Du coup, on peut les utiliser dans les mêmes conditions que lorsqu'on utilise les médicaments sympatholytiques agissant sur les alpha 1, donc par exemple dans le traitement de l'hypertension artérielle. Ensuite, concernant les récepteurs de type β, donc pour les β 1, il faut savoir que ceux-ci sont majoritairement situés au niveau du cœur et vont avoir par exemple un effet chronotrope et inotrope positif, donc ils vont augmenter la fréquence cardiaque et la contractilité du cœur. Donc lorsqu'on les active, on va chercher à augmenter le fonctionnement du cœur, donc par exemple dans le cas de choc cardiogénique pour augmenter son fonctionnement. Et concernant les récepteurs de type β 2, ils vont provoquer une relaxation des cellules musculaires lisses. Donc par exemple, dans le cas d'une bronchoconstriction excessive, comme dans l'asthme, on peut les utiliser pour permettre une dilatation. Et donc pour les médicaments de type sympatholytique agissant sur les récepteurs β, ce sont des médicaments très connus qu'on appelle généralement les bêta-bloquants. Il y en a de deux types. Ils vont être soit sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur un récepteur particulier, ou alors non sélectifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir sur n'importe quel récepteur bêta. Donc par exemple, on peut avoir des bêta-bloquants qui vont avoir une action au niveau cardiaque et permettre le ralentissement du cœur. En conclusion, le système orthosympathique il joue un rôle très important dans tout ce qui va être régulation des fonctions végétatives. Il va donc falloir y avoir des médicaments dans le cas de problèmes de dérèglement de ce système, et notamment dans le traitement de pathologies cardiovasculaires ou pulmonaires.